Terrain social. Hugues Chevarin. Yahan Zhuang. Yahan Zhuang est sociologue, chercheuse à l'Institut national d'études démographiques et sociétaire de l'Institut Convergence Migration. Les communautés d'origine asiatique sont présentes depuis plus d'un siècle en France, du premier conflit mondial à la désagrégation de l'ancien empire colonial français dans le sud-est asiatique, la guerre d'Indochine, ou aux migrations économiques plus récentes venant de Chine ou encore sud-coréennes dans une moindre mesure. Ces communautés sont d'une grande diversité. Toutefois, toutes se trouvent comme frappées d'alignement par une définition étrangement contraignante, celle de minorité modèle. Que cache cette idée très politique d'un préjugé positif ? Quelle forme prend ce racisme anti-asiatique, et en particulier celui qui vise la communauté chinoise stricto sensu ? Depuis une décennie, des faits de violence mortels, parfois l'assassinat du couturier Shaolin Zhang en 2016, ont amené la communauté chinoise à revendiquer très publiquement une place pleine et entière au sein de la communauté nationale. Et en quoi l'apparition de la Covid-19 à Wuhan a-t-elle réactivé un racisme anti-chinois latent ? Terrain social, aujourd'hui, lève le voile d'ignorance et de préjugés qui pèsent sur cette communauté. Terrain social. Bonjour Yahan Zhuang. Bonjour. En janvier 2020, la pandémie de coronavirus débutait à Wuhan en Chine et avec elle, l'expression d'une sinophobie d'une ampleur mondiale. Comment cette sinophobie s'est-elle manifestée en France et est-elle la partie émergée d'un racisme anti-asiatique qui ne disait pas son nom ? Oui, effectivement, je pense qu'en France, on a un peu du mal, pendant longtemps, on a un peu du mal à reconnaître qu'il y a aussi un racisme concernant les populations asiatiques. Et là, depuis l'année dernière, avec l'émergence de coronavirus partout au monde, on voit donc beaucoup de différents propos dans les registres différents qui se manifestent pour stigmatiser les populations asiatiques. Donc, dans un premier temps, en fin janvier, depuis que le virus a été découvert en Chine, donc on sait que il y a pour beaucoup de personnes perçues comme asiatiques, ce qui arrive immédiatement, ce sont des agressions physiques ou verbales dans l'espace public, dans le métro, sur l'internet, etc. On voit une sorte de amalgame entre la Chine et des populations perçues comme chinoises qui sont immédiatement assimilées aussi comme une population qui ont des pratiques hygiène entre guillemets problématiques, barbères. Donc par exemple la question de manger des animaux sauvages devient de suite un stigma qui est très répandu sur toutes les populations asiatiques, même des restaurants asiatiques en France. Et par la suite, on observe aussi des tags racistes qui visent des commerces asiatiques, les restaurants, les bars tabac, etc. Beaucoup de commerçants ont reçu des lettres de menaces. On connaît aussi des personnes asiatiques qui ont été insultées. On lui dit rentre en Chine, etc. Y compris moi-même, j'ai été agressée verbalement par ce genre des insultes. Ensuite, en fin d'année, pendant le deuxième confinement, on voit aussi il y a même des appels à agresser les populations asiatiques et chinoises sur l'espace Twitter. Donc tous ces propos visant les personnes asiatiques sont aussi combinés avec des combats plutôt au niveau idéologique. Donc le meilleur exemple sont l'appellation de Donald Trump qui dit le virus Covid en fait c'est un virus chinois. Mais en France, même s'il n'y a pas ce type d'agression menée par les personnes politiques, mais on sait aussi que dans les médias, en fait, le fait que la Chine était soupçonnée comme le pays qui a fabriqué le virus, donc ça a aussi permis beaucoup de médias ont fait allusion à une possible menace chinoise. Donc tous ces différents sentiments, différents types de agressions, a finalement aussi remis en cause les sentiments d'appartenance des personnes asiatiques en France, en fait. Dans votre essai,
une minorité modèle, Chinois de France et racisme anti-asiatique, qui est paru aux éditions de la Découverte en avril dernier. Vous montrez que la présence asiatique et chinoise en particulier est déjà quand même ancienne en France et qu'elle bénéficie, entre guillemets, d'un stéréotype que vous dites donc minorité modèle avec un point d'interrogation. Alors, en quoi est-elle vue comme modèle et qui et par quel discours ont été construits ce modèle? Bien avant l'émergence de ce racisme très négatif, comme la xénophobie qui a été révélée par Covid, je pense que quand on parle de la minorité chinoise ou asiatique, on a plutôt tendance à penser à une population qui s'intègre bien, entre guillemets, qui s'intègre, qui réussissent bien, à la fois au travail, mais aussi à l'école pour leurs enfants. Donc, par exemple, dans mon enquête de terrain, j'ai rencontré beaucoup de jeunes asiatiques. Très souvent, quel que soit le quartier où ils sont scolarisés, donc très souvent à l'école, au collège, au lycée, à l'école primaire, les professeurs ont tendance à les désigner comme bons élèves, des élèves qui réussissent automatiquement. Certains m'ont dit que les élèves, les camarades disent que forcément des biens en maths, alors que pour ceux qui sont nés en France, en fait, ça les renvoie tout de suite à un sentiment de altérisation. Et en ce qui concerne les primo-arrivants aussi, puisqu'on sait que il y a une grande majorité des immigrés qui sont quand même engagés dans des secteurs qui accueillent traditionnellement beaucoup des travailleurs immigrants, donc normalement dans le textile, et aujourd'hui de plus en plus dans le parc tabac. Donc la présence très forte d'immigrés asiatiques devient donc une sorte d'étiquette qui nous les associe avec une immigrée réussisse, qui ne fait pas bruit, qui travaille, qui sont qui ont la valeur de travail. Et ça, en fait, ce stéréotype Adam aussi, ça le sommet quand le président Nicolas Sarkozy en 2010 les appelle donc les populations asiatiques comme le modèle des immigrés, comme un modèle de l'intégration des immigrés qui incarnent la valeur du travail. Voilà. Donc on les étiquette comme une bonne immigrée, mais en les dessinant comme ça, on a aussi tendance à occulter d'autres types d'expériences beaucoup plus négatives qu'ils puissent subir. Et cet stéréotype de minorité entre guillemets modèle travailleur, ça pourrait aussi contribuer à une racialisation, de les essentialiser comme forcément une population silencieuse, docile, soumise, etc. Depuis une dizaine d'années, la communauté asiatique, je mets toujours des guillemets, a connu des attaques violentes, mortelles. L'assassinat du couturier chinois Shaolin Zhang en 2016, la mort de Shao Yaoliu en mars 2017. Est-ce que ces événements ont été l'occasion, si je peux utiliser ce terme, de mobiliser enfin cette communauté pour qu'elle se défende? Oui, effectivement. Donc même si beaucoup des immigrés, parfois ils étaient peut-être fiers d'être identifiés comme des bons immigrés ou des personnes travailleuses, etc. Mais je pense que tout le monde a quand même plus ou moins le sentiment d'être un étranger éternel en France. Et là, les agressions comme ce que subit Shaolin Zhang et Liu Shaoya deviennent donc des catalyseurs qui permettent les immigrés d'articuler leurs sentiments de discrimination à un phénomène beaucoup plus collectif, un mécanisme du racisme structurel, et qui les encourage donc à sortir du silence et dénonce l'existence de ce racisme concernant les populations asiatiques. En quoi les manifestations intergénérationnelles qui ont suivi ces événements revêtent-elles tellement d'importance? Il y a au sein de la communauté asiatique et peut-être plus particulièrement de la communauté chinoise des rapports entre les anciens et les jeunes qui sont peut-être plus structurés d'une manière différente. En fait, pour la première génération qui sont arrivés à partir des années 80-90, le fait d'être né en Chine et de travailler pendant très longtemps dans des secteurs peu qualifiés, de ne pas maîtriser le français, toutes ces conditions handicapantes créent aussi une barrière pour s'exprimer publiquement,
pour dénoncer des racismes. Mais puisque leurs enfants sont majoritairement scolarisés en France, ils ont une bonne maîtrise de la langue française, de la culture politique française. Donc, quand il y avait eu des assassins de Liu Xiaoyao et Zhang Shaolin, du coup, les jeunes ont réussi à se mobiliser pour aider les vieux pour bien organiser les manifestations avec des slogans qui parlent aux médias et aux instances publiques français. Et par ailleurs, au-delà de ces manifestations très ponctuelles, en fait, aujourd'hui, ils savent aussi très bien maîtriser les réseaux sociaux, les médias, en faisant de l'exposition, des magazines, des podcasts, des émissions sur YouTube, etc., pour mieux exprimer leur point de vue sur la question du racisme et aussi de révaloriser la culture asiatique. Donc une sorte de nouveau activisme donc émerge en combinant le répertoire d'action plus traditionnel du mouvement social et l'activisme culturel par des voies culturelles via les médias sociaux. Sur cette question culturelle, la place des artistes et donc de figures qui peuvent être des figures de représentation positive, certaines ont pris la parole en ces occasions. Écoutons l'artiste d'origine asiatique Thérèse sur la radio Le Chantier en janvier dernier. Ce qui s'est passé, c'est que avec l'arrivée du coronavirus, il y a eu cette montée de la sinophobie en France et partout dans le monde qui m'a énormément touchée. Et comme j'étais déjà un petit peu militante, je me suis retrouvée assez rapidement et sans trop le vouloir, sous les feux des projecteurs, dans les médias, sur certains plateaux télé, à la radio, etc., pour parler de cette cause, de ce problème, mais de la cause plus globale qui est la montée de la sinophobie et du racisme anti-asiatique en France. Il s'avère que comme j'ai un compte Instagram qui n'est pas encore énorme, dont les followers sont quand même assez engagés, je me suis vite retrouvée aussi comme une confidente. On m'envoyait énormément de témoignages, tout plein de choses. Et je me disais que j'avais eu la chance de faire des études, que j'avais la chance d'être... De pouvoir et de savoir m'exprimer, d'avoir une opinion politique sur la question et d'avoir aussi une certaine exposition. Et du coup, je ne pouvais pas ne pas saisir cette occasion de défendre la cause. Cette communauté asiatique et particulièrement chinoise manquait-elle de porte-parole ? Ah, c'est intéressant, oui. Effectivement, je suis souvent sollicitée par des journalistes qui m'ont demandé si on peut désigner une porte-parole pour le racisme, pour la population asiatique, un peu comme Madame Assa Traoré vis-à-vis la cause de violence policière. Là, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est chez les Asiatiques, on voit effectivement plusieurs jeunes, vraiment des jeunes qui ont beaucoup de comptes Instagram. Ils partagent beaucoup d'affinité idéologique sur la cause, sur une voie intersectionnelle antiraciste pour souligner à la fois le racisme anti-asiatique et aussi ses conséquences sur certaines sur des femmes asiatiques ou sur des personnes LGBTI, etc. Mais effectivement, il n'y a pas encore un seul, c'est pas facile de désigner une seule porte-parole, mais je ne crois pas non plus que ça soit absolument nécessaire pour l'instant, parce que c'est aussi intéressant d'avoir des voix multiples, mais qui partagent des opinions publiques pour constituer une sorte de front, en fait. L'Association des jeunes chinois de France, AJCF, sur son site se définit de la manière qui suit: Français d'origine chinoise, franco-chinois, chinois de France, nous sommes l'un des visages de la France. Alors, y a-t-il une volonté d'affirmer une différence, de lever un coin du voile d'ignorance, et là je vous cite, dont se parle la République française? Oui, effectivement. Je pense que une de originalités de l'action de la AJCF, c'est dans leur courage d'affirmer la double appartenance. C'est-à-dire que traditionnellement, jusqu'au maintenant, là, dans le discours politique français, on a tendance à décrire le modèle républicain comme un modèle assimilationniste. C'est-à-dire, même si on suppose que tout le monde doit être égal dans cette république, mais derrière la rhétorique de modèle républicain, on imagine quand même des gens vont
plus ou moins devenus ressemblent à la population majoritaire, qu'il soit dans le point de vue culturel ou religieux, etc. Dans une certaine mesure, de manière implicite, il y a quand la manière dont le modèle républicain a été employé aujourd'hui, ça suppose quand même vers une voie assimilée comme la population blanche, comme la population majoritaire. Or, si on regarde les récits de AJCF, en fait, tous ces jeunes qui ont grandi dans la double culture franco-asiatique et qui sont par ailleurs très souvent ont une expérience cosmopolite en Chine, c'est-à-dire qu'ils ont souvent aussi voyagé en Chine, étudié en Chine, travaillé en Chine. Donc, ils assument pleinement leur double appartenance, double identité d'être à la fois française et asiatique. Et en fait, en affirmant leur double identité, il ne s'agit pas de nier le modèle républicain, mais plutôt de dire que pour que le modèle républicain puisse atteindre son réel idéal, il faut d'abord que ces républiques voient toutes les différentes couleurs, voient toutes les différentes cultures et origines qui ont coexisté au sein de cette société, et parfois aussi admettre que ces origines pourraient aussi être la raison des inégalités et d'oppression. Donc je pense que c'est un récit qui a un fort potentiel pour pointer ou pour faire dépasser la limite de mouvements antiracistes aujourd'hui en France. Merci Yahan Chuang. Je rappelle que vous êtes sociologue, chercheuse à l'Institut national d'études démographiques et sociétaire de l'Institut Convergence Migration. Vous avez publié en avril dernier aux éditions de La Découverte Une minorité modèle, chinois de France et racisme anti-asiatique. Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.